Bien, on va aller régler édition couleur différemment. Maintenant, vous allez dans le menu édition couleur. Et alors, on va cocher l'option choix au collage. Parce que déplacer quelque chose d'une image à l'autre, c'est comme faire un copier-coller. Donc, choix au collage est coché. Vous cliquez sur OK. Que se passe-t-il maintenant si je prends l'image du martin pêcheur et que je la déplace vers la forêt? Ça ne fonctionne toujours pas. Donc, vous allez dans édition couleur. Donc, règles de gestion des couleurs, vous allez demander conserver les profils incorporés. Alors, si vous n'y arrivez pas, essayez de choisir dans la liste, ici, espace de travail, essayez de choisir sRGB. C'est peut-être que vous avez RVB Moniteur à la place. Essayez de choisir sRGB. Voilà. Donc, vous choisissez ici conserver les profils incorporés. OK. Quand vous déplacez le martin pêcheur vers la forêt, vous avez un message. Donc c'est mieux. C'est mieux parce que sinon, si vous n'avez pas fait l'opération qu'on vient de faire là, quand vous transférez des couleurs d'une image à l'autre, vous n'allez peut-être même pas voir que la couleur change. Tandis que là, vous avez quand même un message. Alors, donc, non-concordance des profils, ben oui, c'est deux images qui sont prévues pour des matériels différents. Voulez-vous vraiment convertir des couleurs d'un document de destination dans un document de destination, donc la forêt, dont le profil des couleurs ne correspond pas à l'espace RVB de travail en cours. Ok. Donc la source, c'est du Profoto, et la destination, c'est du Adobe RGB. On clique sur OK. Et voilà. Et en principe, les couleurs sont semblables. J'annule. Si je fais l'inverse, les couleurs sont semblables. Donc voilà. C'est tout ce qu'il faut savoir là. Que dans édition couleur, c'est mieux d'avoir conservé les profils incorporés réglés ici, et que c'est tout à fait normal qu'un message apparaisse quand vous transférez les couleurs d'une image à l'autre, parfois, mais vous adaptez. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Le martin pêcheur, les valeurs RVB, les quantités de lumière RVB qui créent le martin pêcheur sont légèrement modifiées pour que, dans un environnement de travail différent, Adobe RGB, alors que lui, il est en Profoto, le martin pêcheur, pour que dans un environnement de travail différent, les couleurs restent les mêmes visuellement. Voilà. Donc j'espère que c'est compréhensible, cette première petite approche de la gestion des couleurs, des profils couleurs. Voilà. Bon, ici je vais fermer les images sans les enregistrer. Donc je réponds ne pas enregistrer. Je vais juste pour la fin de la démonstration ici vous ouvrir l'image Adobe RGB à nouveau de la forêt. Préférer le profil incorporé. OK. La voilà, je vais la mettre à droite. Et je vous ouvre la même image de la forêt, mais prévue pour du matériel sRGB. Jusqu'à présent, cette troisième image du dossier, on ne l'a pas utilisée. La voilà. Vous avez vu? Pas de message. Elle s'est ouverte directement parce qu'il n'y a pas de non-concordance des profils, puisque
C'est une image sRGB, et dans édition couleur, l'espace de travail de Photoshop, c'est du sRGB. Donc ça s'ouvre sans problème directement, pas de message, non concordance des profils. Donc on a deux images côte à côte prévues pour du matériel différent, légèrement différent. Et pourtant elles sont semblables. Je vous rappelle que dans les fenêtres, Photoshop simule le matériel. C'est une simulation du matériel dans la fenêtre. Donc dans la fenêtre de droite ici, j'ai une simulation du matériel de sortie Adobe RGB. Dans la fenêtre de gauche, c'est une simulation du matériel de sortie sRGB. Voilà, donc c'est des simulations. C'est ce qu'on appelle la compensation à l'affichage. Photoshop fait ça, et c'est bien pratique. Sinon, s'il n'y avait pas ça, si vous devez faire des photos pour du matériel Profoto, par exemple, vous devriez avoir un moniteur Profoto. Et puis, si à côté de ça, le jour suivant, vous devez faire des photos pour du matériel Adobe RGB, ben vous devez avoir un moniteur Adobe RGB. Ou alors, vous avez un moniteur avec des boutons et vous pouvez le faire fonctionner soit en Profoto, soit en Adobe RGB. Oui, les moniteurs haut de gamme, ça marche comme ça. Mais enfin, c'est pas pratique, quoi. Donc, c'est pour ça que ça se passe dans Photoshop, dans les fenêtres des images. Cette simulation du matériel. Et donc, logiquement, on n'a pas les mêmes valeurs RVB dans chaque photo. Ben non, puisque pour du matériel différent, pour reproduire la même couleur, il faut des quantités de lumière rouge, vert, bleu différentes. Je vais ici faire un petit test avec la pipette réglée en moyenne 100 par 100. Oui, c'est pas mal ça, moyenne 100 par 100, 10 000 pixels que je vais prélever. Je vais aller cliquer ici au centre du bois qui est là par terre, à peu près au centre. Et pendant que je fais ça, je vais afficher la palette Information. Menu fenêtre information. Ceci, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez juste regarder. Voilà. Donc je vais cliquer à peu près là, voilà. 110, 87, 93, c'est ce qu'on m'indique comme valeur RVB pour les 10 000 pixels qui se trouvent autour de la pipette là. Je vous rappelle que la pipette, je viens de la régler temporairement en moyenne 100 par 100. Donc ça prélève vraiment 10 000 pixels et ça me donne la moyenne de la couleur, 108, 85, 92. Si je fais la même chose dans l'image Adobe RVB, que je vais activer, 101, 86, 91. D'accord ? Allez, 102, 86, 92. Je le note sur un petit bout de papier. Pour aller vérifier si dans l'autre image sRGB, c'est la même chose. Parce que je ne me souviens plus des valeurs. C'est malin. 109, 86, 92. Voilà. Donc il y a une légère différence au niveau des verts. La quantité de lumière verte. Et c'est pas étonnant. Alors bien sûr, si on s'en fout de la couleur, on ne s'occupe pas trop de ce genre de choses. Je veux dire, il y a des gens comme ça, tant que du rouge reste du rouge, tant que du vert reste du vert, c'est bon. Peu importe que ce soit du rouge vermillon qui devient du rouge magenta, pour eux c'est bon. Mais ici on est quand même dans le subtil, quoi. On suppose que quand vous allez faire des retouches sur vos photos, vous allez vous concentrer, y passer du temps, et que vous avez envie que quand vous transférez l'image ailleurs, les couleurs restent les plus proches possibles, en fait, de ce que vous aviez vu sur le moniteur, de ce que vous aviez conçu. En général, c'est comme ça que ça marche. Alors, je vais ici dans Google, vous n'êtes pas obligé d'y aller du tout, je vous montre juste quelque chose.
quand vous êtes un habitué des magazines qui concernent la photo ou qui concernent voilà, les images, le graphisme, ce genre de schéma, vous le voyez assez souvent. Donc j'ai juste tapé ceci dans Google, Chromaticity Diagram, parce que c'est comme ça qu'on appelle ce schéma en fer à cheval. J'ai tapé sRGB, Adobe RGB à la suite, et donc je trouve ce genre de schéma. Alors en gros, rapidement, le schéma est une symbolisation de toutes les couleurs visibles par l'œil humain. Toutes les couleurs visibles par l'œil humain. Et puis, par-dessus, vous avez des lignes, des triangles qui montrent les performances de différents appareils. Déjà, là, il y a quelque chose qui est intéressant à comprendre, c'est qu'aucun appareil n'est capable de reproduire toutes les couleurs visibles par l'œil humain. Vous aurez toujours des couleurs qui ne seront pas reproductibles sur les appareils, que ce soit sur du papier ou des appareils, des écrans, impossible. Pour une raison que je n'ai pas le temps d'expliquer ici. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que ça vous compare les performances du Adobe RGB et du sRGB. Et alors en bleu ici, vous avez le sRGB, donc, montré. Et en rouge sur le schéma, vous avez le Adobe RGB. Et qu'est-ce qu'on constate? Au niveau de la lumière bleue, c'est assez semblable. Si je compare le triangle ici du sRGB et du Adobe RGB. Au niveau de la lumière rouge, c'est assez semblable aussi. Par contre, là où ça diffère pas mal, c'est au niveau de la lumière verte. Vous voyez que le Adobe RGB est capable d'afficher beaucoup plus de verts différents et plus saturés, parce que oui, plus on est vers l'extérieur du schéma en fer à cheval, plus c'est de la couleur saturée. Le sRGB, au niveau de la reproduction des couleurs vertes, il n'est pas génial. Donc, si vous utilisez un moniteur bas de gamme pour faire vos retouches photo, vous passez à côté de la possibilité de faire des bonnes retouches photo. Il faut le savoir. Il existe des moniteurs pour photographes et pour graphistes qui affichent plus de couleurs, notamment ceux qui répondent aux normes Adobe RGB. Il en existe même qui font au-delà du Adobe RGB. Et donc c'est un moyen de savoir si un moniteur est fait pour un graphiste ou si c'est un moniteur de bureautique. Est-ce qu'il est indiqué le pourcentage de l'espace Adobe RGB dans les caractéristiques du moniteur? Est-ce qu'il est indiqué le pourcentage de l'espace Adobe RGB que le moniteur couvre? Est-ce qu'il couvre 95% de l'espace Adobe RGB, ou 120, ou 130, ou 140%, s'il est plus performant, s'il affiche encore plus de couleurs que ce que la norme Adobe RGB prévoit? Donc là, je suis en train de vous indiquer comment trouver un bon moniteur. Voilà. Et alors, il y a certaines marques qui sont des références, sont plusieurs. Heureusement, là, dans les résultats, il y en a plusieurs, donc il n'y a pas de problème, je ne suis pas en train d'en favoriser une. J'ai juste tapé Monitor Adobe RGB et je tombe sur des moniteurs de bonne qualité. Voilà. Ici, un article que je ne connais pas, hein, je le trouve juste dans les résultats Google. Les 8 meilleurs moniteurs Adobe RGB en 2021. Voilà. Les 3 meilleurs moniteurs Adobe RGB. C'est en néerlandais. Etc. Donc, on vous indiquera quel est le pourcentage que le moniteur couvre de l'Adobe RGB, et au plus il couvre, au mieux c'est évidemment. Alors c'est pas évident de s'y retrouver en faisant comme ça une recherche. C'est pour ça que je vous conseille le site d'un photographe qui s'appelle Arnaud Frisch. Arnaud Frisch, spécialisé en photographie gigapixel, je vous en ai déjà parlé, vous allez pouvoir regarder un peu ses travaux si vous voulez. Donc il s'agit, c'est vraiment un précurseur dans ce domaine-là. On met un appareil photo sur un bras robotisé, un trépied robotisé, une tête robotisée, c'est ça le terme. Et
pendant pas mal de temps, l'appareil va photographier en téléobjectif, va photographier tout un paysage et va pouvoir produire des centaines et des centaines de photos qui ne montrent qu'une toute petite partie du paysage. Ensuite, avec un logiciel comme Autopano, par exemple, ou d'autres logiciels, on rassemble toutes les photos ensemble et on obtient une photo hyper précise dans laquelle on peut zoomer, 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 et ça reste précis, ça ne devient pas flou. Vous avez certainement déjà vu ça. C'est ce qu'on appelle le gigapixel. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que Arnaud Frisch, il propose régulièrement des comparaisons de moniteurs. Là, j'ai juste tapé Arnaud Frisch comparaison moniteur. Et voilà, test d'écran, photo et vidéo par Arnaud Frisch. Et c'est régulièrement mis à jour. Et alors, ce qui est intéressant chez lui, c'est que, évidemment, il ne fait pas ça dans l'absolu. Il ne va pas vous sortir le moniteur à 5 000 € en disant que c'est le meilleur. Non, il va tenir compte de votre budget. Vous avez combien à dépenser? 150, 300, 450, tout ça, il va vous dire, tiens, pour ce prix-là, voilà le meilleur moniteur qui existe. Voilà, donc ça reste des prix relativement acceptables pour du matériel professionnel. Alors ça reste cher, mais l'infographie, quand on compare avec d'autres métiers, c'est quand même pas la même chose. Hein. Voilà. Si vous connaissez quelqu'un qui s'est installé comme boucher, par exemple, demandez-lui combien a coûté son bâtiment et son matériel. Voilà, c'est autre chose comme prix que ce que ça coûte à un infographiste de s'équiper en logiciel et en matériel. Maintenant, on peut aussi acheter d'occasion. Hein. Si vous acceptez, vous pouvez essayer de trouver d'occasion les moniteurs. Et donc le prix sera divisé par 2 ou 3 du coup. Et maintenant, vous pouvez aussi choisir de ne pas acheter de moniteur. Je ne vous pousse pas à acheter, je vous explique ce que normalement un infographiste fait, sur quel matériel il travaille. L'autre jour, j'ai un collègue dont le fils vient de s'installer justement comme boucher. Il me disait, il s'est acheté un four pour fumer les saucissons. Je dis, oui, ça doit coûter cher, il a dû payer au moins 10 000 €. Et le collègue me répond, et tu rigoles, c'était 70 000 € son four. Donc vous voyez, au niveau des prix et des investissements, parce qu'on entend parfois les infographistes qui se plaignent de devoir payer 60 € par mois pour les logiciels Adobe. Il faut comparer avec les autres métiers aussi, je trouve. Mais 60 €, ça peut être cher pour certains, j'en conviens. Il y a aussi des postures, je trouve. Il y en a qui ne veulent pas payer 60 € pour des logiciels alors qu'ils pourraient les pirater. Mais attention, hein, si vous produisez des images, vous êtes dans le collimateur de la répression à la fraude informatique. Dès que vous commencez à diffuser des images et à vendre des choses, il vaut mieux avoir les licences. Voilà. Je ne vais pas me faire des amis, mais je trouve surprenant que certains se plaignent que Adobe c'est cher et quand on les voit à la machine à café plusieurs fois par jour, c'est un budget café de 4 ou 5 € par jour, alors que Adobe 60 € par mois, c'est 2 € par jour, quoi. Bon, il faut un peu être sérieux, quoi.